Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Stefano, Dieter, Christophe et Nive. Ces 4 Européens ont choisi de travailler dans un autre pays que le leur et se sont adaptés ou pas aux différences culturelles de leurs voisins. On est en 1997. Depuis la signature du traité de Maastricht en 1992, il est plus facile pour un Européen de travailler dans l'un des 12 pays qui forment l'Union européenne à cette époque. Mais nos Européens nomades espèrent encore l'arrivée d'une monnaie unique qui devrait leur faciliter la vie de tous les jours. Pour un Italien, pour travailler en Europe, je pense qu'il n'y a pas de grandes difficultés. Il y a cette envie je dirais, de connaissances, un peu de connaissance des autres. Il y a cette curiosité qui, effectivement, pour la satisfaire, il faut s'occuper. Je pense que tous les Italiens qui ont travaillé pour des périodes plus ou moins longues à l'étranger ont toujours été contents et satisfaits de ces expériences parce qu'ils ont toujours tenu au cœur les pays qui est là. Donc, l'Italie est là, présente dans la tête de chacun, mais chacun vit et s'intègre très facilement pendant les temps qu'il travaille. Imagine. La langue, c'est un problème, la langue, c'est un barrage? Non, je pense pas que ça soit un barrage, parce que je pense que cette idée de séduction, de séduire, passe du fait, au contraire, de s'approprier davantage de la langue, d'arriver à mieux manier le plus possible les nuances d'une langue qui n'est pas la tienne, juste pour séduire, pour faire voir que tu parles, tu es italien, tu peux t'exprimer en danois. Quand on aime, quand on a envie de connaître, quand on a la connaissance, la curiosité des autres, on change même volontiers de métier. Mais au départ, moi je me rappelle, j'ai commencé dans les années les années 70, j'étais en France, on avait des difficultés véritables pour se faire accepter. Donc, et avec un peu d'intelligence, on comprend très bien qu'il ne faut pas ghettiser, il ne faut pas se réunir tous entre Italiens ou entre Espagnols. Il faut vraiment se mettre devant et avoir c'est vraiment une envie de la séduction. C'est-à-dire, je dois me faire aimer par ces gens parce que je suis et voilà. Mais c'est vraiment l'acceptation initiale où on a un peu de réticence à voir l'étranger, quoi. D'origine ou pas d'origine, travailler ou pas travailler. On travaille pour travailler, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, je ne vois pas un écart significatif. Vous l'avez appris où, le français? Sur le tas, à l'école, en Allemagne, dans les bistrots, partout. La France, on finit par l'apprendre, et là, on finit par voir qu'il y a des réticences de vouloir donner à un étranger une responsabilité disons, au niveau d'une direction générale. Alors qu'à ce moment-là, en Allemagne, ça n'aurait pas été le cas. Car où on fait une carrière, où on est très bon, et dans ce cas, qu'on soit en Allemagne, français ou italien ou autre, on est simplement très bon. Et là, en France, les grandes écoles polytechniques, etc., deviennent non pas des clans, mais des obstacles réels. Vous, par rapport à ces obstacles, vous avez été obligé de montrer des gages de bonne fidélité à la société pour vraiment arriver? Je vais vous donner une réponse de Normand, si vous permettez. J'ai contourné l'obstacle en travaillant dans les sociétés étrangères en France. Puisqu'on va parler à ceux qui désirent s'expatrier, travailler dans un pays d'Europe, qu'est-ce que vous leur conseillez d'abord? Il faut qu'ils se mettent quelque part dans le crâne que ce qu'ils feront aujourd'hui n'est pas définitif ni éternel. Et que si aujourd'hui un jeune dit je veux bien apprendre l'allemand pour aller travailler en Allemagne, demain il faudra peut-être qu'il apprenne, je ne sais pas, l'anglais pour aller travailler aux États-Unis. Pour moi, pour un jeune qui ne parle pas au moins 3 langues européennes, il a raté quelque part le coche, il ne sait pas de quoi il parle et il n'est pas bon. Quel que soit son métier.
Et des diplômes, il faudra qu'ils soient diplômés? Les diplômes, on parle toujours beaucoup de diplômes en France, et je vais vous donner un exemple. Dans un journal français, lorsqu'on voit la promotion de quelqu'un, dans les Échos, ou dans le Figaro, ou dans qu'on veut, on parle d'abord que monsieur a fait HEC, ENA ou Polytechnique. Dans aucun autre pays de l'Europe, on met ça en avant. On met en avant sa carrière. Il a été directeur général de ceci, directeur général de cela, directeur des ventes de ceci, directeur de marketing de cela. Donc les diplômes sont un critère français. Vous, au bout de 30 ans de vie en France, en tant que, je dirais, européen, membre d'un autre pays de la communauté européenne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion? Qu'est-ce que vous avez à tirer de ces 30 années? Pourquoi mettre quelque part Europe, E-U-R-O-P-E, comme mot qui doit faire peur ou qui doit faire réfléchir? On est européen parce qu'on vit dans le même continent. On parle toutes les langues, on a la même culture. Il n'y a pas de conclusion définitive parce que l'Europe est quelque chose qui a toujours existé. Goethe est allé en Italie il y a 200 ans. Il n'a pas attendu que quelqu'un à Bruxelles dise « Voilà l'Europe, tu peux voyager ». L'Europe n'est qu'en définitive que des gens qui y vivent, et les gens qui y vivent sont tous européens. On a eu un peu de problème avec les guerres, c'est vrai. Mais premièrement, j'ai dû vivre de façon différente, manger de façon différente, puisque le matin, normalement, on ne déjeune pas et on va prendre un petit déjeuner vers 11h. Et ensuite, on finit à 2h de l'après-midi. Et le soir, on mange vers 10h du soir. Et en plus, on a souvent la troisième mi-temps, on est souvent avec des clients. Et donc, on dort pas beaucoup. On travaille beaucoup quand même. C'est vrai que c'est quand même un rythme assez soutenu. Mais au niveau du travail, à part le fait des langues, et essayer de... Bon, il y a une approche commerciale, il n'y a pas le même traitement. On gère, les gens sont assez sérieux. Les gens sont très bien habillés, un peu formalistes. Et donc, il faut les traiter de façon, je dirais, plus protocolaire au départ. Mais c'est plus fermé. C'est-à-dire ça coûte, Costa, comme ils disent les Catalans. Ça coûte de rentrer au départ. Mais une fois qu'on est accepté, qu'on a prouvé qu'on était présent et qu'on pouvait travailler avec eux, il n'y a plus de problème. En 8 ans, qu'est-ce que vous avez bâti à Barcelone? Est-ce que c'est une ville que vous quitterez ou est-ce que vous avez construit des choses? J'ai construit d'abord... ma femme est catalane, donc je me suis marié avec une Barcelonaise. J'ai une petite fille qui a les deux cultures. Donc j'ai une belle famille qui a la culture catalane. Je me sens bien ici. Mais je suis un peu un pigeon voyageur. C'est-à-dire, je pense que si j'ai un travail qui m'intéresse et on me demande d'aller ailleurs, je suis pas marié, quoi. Je suis jeune, quoi, encore. Donc j'ai 32 ans et je crois qu'aujourd'hui... au niveau du travail, il ne faut pas dire « je vais rester à tout prix à Barcelone ». Barcelone a un cadre de vie fabuleux, on y travaille de façon sérieuse, c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être ouvert, je veux dire, il ne faut pas avoir un postulat de départ qui dit « je ne veux pas bouger ». Je crois qu'en France, les gens souvent disent « bon, je veux être à 20 km de mon endroit de naissance, je veux être à côté de ma famille ». Moi, je vois beaucoup ma famille, ça coûte, il faut voyager, je suis souvent dans les avions, dans les trains ou dans les voitures, mais... Je crois que pour réussir sa vie professionnelle aujourd'hui, il ne faut pas dire bon, je ne bouge pas et je veux rester ici, quoi. Parce que comme plan de carrière, j'aime pas parler de plan de carrière parce qu'en fin de compte, c'est plus, je crois, un bien-être intérieur qu'il faut essayer de retrouver et de chercher. Mais je crois qu'il faut être disponible. Il faut être capable demain de faire sa valise et partir. Avant de venir travailler à temps plein à Paris, comme beaucoup d'Irlandais, nous sommes partis travailler pendant les étés quand on était étudiants. Donc j'ai travaillé à New York 2 fois. J'ai travaillé à Madrid et j'ai travaillé à Marseille en tant qu'étudiante. Donc j'étais serveuse dans des bars à New York et à Paris. Et aussi, à Marseille, j'avais fait un stage. Donc c'était tout à fait dans la ligne droite pour les Irlandais de partir à l'étranger. Et puis après mes études en Irlande, je suis partie faire une partie de mes études en Belgique, à Bruges, au Collège d'Europe de Bruges, où on regroupe à peu près 200 étudiants venus de toute la communauté pour travailler dans des domaines de droit, économie et sciences politiques. Et là, on apprend à la fois en anglais et en français, donc sur des questions de... Enfin, moi, j'ai fait la filière de droit, donc je me suis spécialisée dans le droit communautaire.
Et alors après le collège de Bruges, c'était évident de continuer de travailler en dehors de ton pays, en dehors de l'Irlande. En sortant de Bruges, l'Irlande était dans une phase extrêmement difficile où nous avions à peu près, il y avait peut-être 25% de chômage. Donc c'était plus logique de rester en Europe où il y avait beaucoup de possibilités de travailler, notamment pour les juristes anglophones qui sont très recherchés à la fois à Bruxelles et à Paris. Donc j'ai eu l'occasion de venir travailler 3 mois à Paris. Je suis venue travailler 3 mois et je suis restée 3 ans. Et alors maintenant, le métier que tu fais, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de nouveau métier européen qui est en train d'apparaître? Je pense que moi, je travaille en droit commercial, donc je travaille avec des entreprises. Et je pense que l'Europe est une réalité pour les entreprises et qu'ils demandent maintenant que leur conseil, que ce soit leur conseil en communication ou leur conseil en droit, soit capable de travailler dans plusieurs langues et soit capable de faire des prestations de services dans plusieurs pays. Et donc moi, je me retrouve actuellement avec plusieurs clients qui sont implantés dans plusieurs pays en Europe qui demandent à leurs prestataires de services de pouvoir travailler en plusieurs langues et travailler dans des pays où ils sont implantés. C'est-à-dire concrètement, ton domicile, il est où? Et où est-ce que tu payes tes impôts et tout ça? Je suis domiciliée en Angleterre et d'un point de vue juridique, on ne peut plus obliger aux gens d'être inscrits à plusieurs systèmes de sécurité sociale. Une fois qu'on est inscrit dans un système de sécurité sociale, on est couvert en Europe. Donc moi, j'ai choisi d'être domiciliée en Angleterre, à Londres, où je paie mes impôts, où je cotise également pour la sécurité sociale. Parce que c'est plus avantageux à Londres qu'à Paris ou... Ça, c'est du polémique. On pourrait dire que en Angleterre, je dirais, en tant que libéral, c'est moins administratif qu'en France. Moi, j'ai trouvé ça très difficile en France au départ, en étant au libéral, d'avoir à remplir tant de papiers, puisque les systèmes sont très différents. Donc. Et ça, c'est, je dirais, pour quelqu'un qui faudrait s'installer en tant que libéral, de prendre un bon conseil pour naviguer un petit peu entre les différents systèmes, parce que le système français est très différent au système anglo-saxon. Et moi, j'ai cotisé des caisses, j'ai jamais su à quoi je cotisais. Et pourtant, je suis avocat. Mais... Et est-ce que c'est quelque chose qui te rend heureuse de travailler comme ça sur ces 3 pays, de naviguer comme ça constamment en Europe? Oui, et j'espère que l'euro va s'introduire vite parce que la chose qui est un petit peu chiant, c'est d'avoir à se retrouver dans le fond de son sac avec de la monnaie en plusieurs devises et d'être obligé de naviguer un petit peu entre toutes les devises. Est-ce que dans le milieu du droit, donc dans le milieu des avocats, est-ce que tu as noté des différences, comme tu as travaillé en France et que tu es irlandaise, tu travailles maintenant beaucoup à Londres? Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent comme ça dans les différentes mentalités peut-être? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal au départ en France parce que, alors qu'on pourrait penser que la solution à la question posée doit être plus ou moins la même, on n'a pas du tout la même façon de présenter des choses et souvent la logique n'est pas du tout pareille. Donc je me suis retrouvée à plusieurs reprises, comme je ne sais pas faire le plan en 2 parties avec 2 sous-parties, je me suis retrouvée difficilement compréhensible pour mes collègues, mais ça vient. Et puis je pense que j'ai beaucoup appris en travaillant en France et ça m'a... Maintenant, quand je travaille en Angleterre, je suis contente d'avoir fait une expérience assez importante en France parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et dans le milieu du travail, quelles sont je dirais, les grandes différences que tu notes entre l'Angleterre, la France et peut-être Bruxelles? En France, je pense que les gens sont beaucoup plus excités au niveau du boulot. Donc moi, je passais pour quelqu'un qui était extrêmement flegmatique, alors que je ne pense pas que les Irlandais soient connus pour notre flemme. On pourrait dire que dans les bureaux en Angleterre, c'est moins animé. Travailler comme ça en Europe, loin de l'Irlande, tu savais que tu allais le faire comme ça. C'était une évidence pour toi dans ta vie. Oui, puis même si je prends l'exemple de ma famille, où nous sommes 10 cousins, nous sommes 9 à être partis à l'étranger travailler. Donc c'était vraiment quelque chose de très normal ou très commun. Je pense que ça change un petit peu et je sais que maintenant l'Irlande est devenue le 3e pays pour accueillir des Français qui travaillent à l'étranger. Donc les rôles sont peut-être en train de se renverser, mais c'est sûr que les Irlandais rêvent un petit peu. Nous sommes un petit pays sur une île et on rêve un petit peu de voyager. Et auparavant, les gens partaient beaucoup aux États-Unis à cause de la langue.
Mais maintenant que nous sommes on a plus de capacité linguistique, les gens sont très heureux de partir en Europe. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.